Écoutez, bonjour à tous. Nous voilà sur notre cinquième webinaire. Je vais donc dérouler aujourd'hui un webinaire sur comment vendre à travers l'écran avec des intervenants de prestige. On en a trois. Je vais les Bonjour. laisser se présenter. Je suis même pas sûr qu'il faille les présenter, mais je vais les présenter quand même. Michael Aguilar, en 2 secondes. Bonjour Mathieu, oui, Michael Aguilar, conférencier, c'est ma profession depuis 2005. J'ai donné 1300 conférences et je suis auteur d'une douzaine de livres sur la vente et la motivation. J'enseigne les techniques de persuasion à HEC et à la Sorbonne et vous dire également que je dirige le cabinet Vendeur d'élite depuis 1994. J'ai 6 consultants et j'ai écrit une douzaine de livres, dont le livre Vendeur d'élite. Voilà pour mon nombril. Merci, Michael. Allez, Jean-Philippe. Alors peut-être que mon nombril est plus grand que le tien, je ne sais pas. En tout cas, je m'appelle Jean-Philippe Cugnier. Et je crois que j'ai 4 compétences indispensables pour moderniser les organisations commerciales. La première compétence, c'est que j'ai appris à remettre en cause les méthodes de vente établies après avoir managé les commerciaux dans 8 pays d'Europe. C'est l'observation des méthodes de vente différentes en France, en Angleterre, en Allemagne ou en Hollande, par exemple, qui permettent de remettre en cause les méthodes de vente françaises ou les méthodes de vente présentielles. Il y a déjà 20 ans, la culture commerciale hollandaise m'a appris, par exemple, à faire des rendez-vous très concis, en 15 minutes seulement, mais très fréquents, et ceci même avec des grands comptes, ce qui n'est pas naturel pour un Français, mais qui sera peut-être indispensable pour vendre à travers un écran, remettre en cause les méthodes de vente établies. Deuxième compétence, j'ai compris depuis 20 ans l'importance des logiciels de performance commerciale, les outils, SalesTech, Martech, tous ces logiciels de performance commerciale, puisqu'en effet, lorsque la société Salesforce n'avait que 2 ans, c'était un petit bébé, j'ai déployé Salesforce dans 12 pays d'Europe dès 2002. Et avec les bons paramétrages et le fait d'avoir un tel outil avant mes concurrents, cela a grandement augmenté les performances commerciales de mes équipes. Donc, deuxième compétence indispensable, savoir détecter et déployer les bons outils avant ses concurrents. Troisième compétence, j'ai compris comment dompter le digital. D'abord en tant que pirate informatique à l'âge de 15 ans avec mon premier ordinateur, un Apple II à l'époque. Et cette compréhension des technologies m'aide aujourd'hui à imaginer les super pouvoirs que les commerciaux peuvent acquérir à l'aide de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tiens, tout à l'heure, on parlera peut-être, Michael, comment transformer Michael Aguilar On en va regarder intelligence ça. Ça marche. artificielle. Et il t'en reste Dernier dernier point point. en 10 secondes. J'ai compris l'importance d'analyser les données également pour détecter des signaux d'affaires et quantifier précisément la performance commerciale. Alors, juste une question précise à vous poser concernant la mesure de la performance pour vous challenger. Une question sur la mesure de la performance commerciale de vos équipes. Savez-vous quantifier précisément ce qui fait que vos meilleurs commerciaux sont meilleurs que les autres? Et Voilà, ça, on j'ai va inscrit regarder ça ça dans et le chat. on va digresser sur ça tout aujourd'hui. Antoine, une présentation rapide d'Hello Réseau. Alors, Hello Réseau, c'est une agence d'appui au déploiement du social selling que j'ai cofondée donc avec Mathieu Valin et on accompagne les entreprises dans le déploiement du social business, d'accord? Et on travaille sur les leviers des compétences, on apporte également du conseil, on accompagne sur la création, co-création des contenus et on propose également du coaching pour transformer les commerciaux en social sellers. 2, 3 mots sur mon parcours. Donc, je suis geek aussi. Mon premier ordinateur, c'était pas un Apple II, c'était un Auric 1, Pas mal. 83. Et oui, je suis Respect. formateur consultant depuis une vingtaine d'années. Dans les années 2000, je faisais comme Michael Aguilar. J'étais spécialisé en efficacité commerciale et je faisais ça en Amérique du Nord. Donc, j'animais partout au Canada et aux États-Unis, en français et en anglais. Et depuis 2010, je suis spécialisé dans les réseaux sociaux. Donc, j'accompagne de très nombreuses entreprises. J'anime partout en France et aussi ailleurs en Europe et plus loin également. Et donc, je fais du social selling maintenant depuis une dizaine d'années. Et en fait, avant même qu'on sache qu'il fallait appeler ça du social selling. Voilà, je l'ai fait court. Super, merci Antoine. Alors, transition toute faite, je vais introduire un petit peu le sujet du jour, la vente à travers les écrans. En fait, pourquoi on s'est posé la question de faire ce webinaire en place? Parce que si on fait un petit peu l'historique, et puis vous me challengerez après là-dessus sur le constat, mais déjà l'historique, c'est il y a 20 ans, Internet arrive vraiment. On a des sites Internet qui remplacent les plaquettes. Ensuite, on va avoir les blogs qui arrivent, les avis commencent à rentrer dans ce dispositif-là digital, les gens commencent à réagir. On parle de consommateurs déjà à l'époque. Et puis,
Après les réseaux sociaux, là on est 2010. 2015, le social selling dont parle Antoine et sur lequel on digresse énormément dans plein de webinaires, on va en parler aujourd'hui encore. Et là, on est en 2020. Et 2020, avec en plus ce confinement, on arrive à un moment où les gens se digitalisent. Et là, il y a eu un saut de digitalisation. Et vous allez me dire un petit peu le constat que vous faites à l'instant T. Et je dirais même T plus 2 mois, parce que je suis sûr que ce que vous allez me dire là, ça a encore évolué encore plus en 2 mois. Mickaël, si j'ai ma première question, et puis on va enchaîner là-dessus, quel constat tu fais de cette digitalisation toujours plus forte de la vente? Après, je vais entendre Jean-Philippe, puis un petit peu Antoine là-dessus. Mathieu, il y a quelque chose qui est quand même terrible pour nous les commerciaux. Il y a quelque chose de véritablement humiliant pour nous. C'est-à-dire que les sociétés Zoom, Microsoft, Cisco ont investi des centaines de millions pour promouvoir leurs outils digitaux et leurs outils de visio. Mais ce ne sont pas les vendeurs ni les marketeurs qui ont réussi à faire exploser les ventes de ces outils. C'est une chaîne de protéines dans une capsule, un agent infectieux qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de cerveau, qui n'a même pas de tube digestif, qui ne réfléchit pas, qui ne respire pas et qui ne vit pas. J'ai nommé Sa Majesté le Covid-19. Le Covid-19 a fait exploser les ventes de 1900% en 3 mois. D'ailleurs, Covid, ça veut dire commercial en vidéo. Non mais c'est assez exceptionnel. Donc ça y est, tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'y est mis, même les pépés et les mémés dans les EHPAD ont pu voir leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants grâce à Zoom. Donc tout le monde sait comment ça fonctionne. Et voilà, donc maintenant c'est une réalité que plus personne ne peut ignorer. Les rendez-vous physiques, ça va devenir l'exception. La réalité, c'est qu'il y a même des secteurs dans le domaine médical, les médecins ne veulent plus voir les délégués médicaux physiquement. Ils leur imposent la vidéo, la visiophonie. Toutes les étapes de vente sont complètement chamboulées. Donc, il y a une réalité qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que c'est fini la vente d'autrefois. Les vendeurs paniquent. Les vendeurs sont totalement en panique. Je reçois des dizaines de messages qui me disent on ne veut plus me voir, on ne veut plus me recevoir, on m'impose l'écran. Les vendeurs pensent qu'ils vont perdre leur impact, ils vont perdre leur charisme parce qu'ils vont être mis derrière un écran. Et un écran, si vous regardez la définition d'un écran dans le dictionnaire, c'est un dispositif qui est destiné à arrêter un rayonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un écran va arrêter le rayonnement du vendeur et si le vendeur ne sait pas comment utiliser cet outil, effectivement, son impact sera moindre. Mais on va voir qu'il y a des tas de choses qui permettent justement d'avoir non seulement de l'impact, mais d'en avoir encore plus que dans la réalité et on va le démontrer. Ce qui est certain, c'est que il faudra être meilleur qu'un ordinateur. Le vendeur devra être meilleur qu'un ordinateur. C'est terminé la vente d'autrefois. Vous savez, dans les années 80-90, on apprenait aux vendeurs à faire des tournées en escargot ou en marguerite. C'était la tournée du laitier. C'est terminé tout ça. Le monde des commerciaux est en train d'être complètement bouleversé. Dernièrement, j'ai reçu un appel téléphonique, un appel d'un CGP, conseiller en gestion de patrimoine, qui souhaitait me voir. Je lui ai dit, écoutez, pourquoi se voir? Faisons un Zoom de 15 minutes. Il me dit, non, j'aimerais bien qu'on se voit, c'est mieux. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez faire en face à face que vous n'êtes pas capable de faire derrière un écran? Vous avez besoin de me prendre dans vos bras, de m'embrasser, de faire un hug, de me toucher. Qu'est-ce que un rendez-vous physique m'apportera de plus qu'un rendez-vous derrière un écran? Eh ben justement, perdu. Exactement. Et Mickaël, on va digresser sur exactement ça. C'est comme ce vendeur, comment il doit évoluer là-dessus. Et j'ai envie de poser une question à Jean-Philippe là-dessus. Est-ce que tu fais le même constat, Jean-Philippe, que Mickaël? Écoute, moi je mets effectivement, tu vois, je change mon fond d'écran. Là, j'ai mis mon fond d'écran Matrix. Vous devez choisir la pilule rouge ou la pilule bleue. En fait, est-ce que vous voulez rester dans le monde du commerce traditionnel, présentiel, ou bien est-ce que vous voulez découvrir ce que l'intelligence artificielle, ce que les nouveaux outils peuvent vous apporter? Le truc, c'est que moi je parle avec de très nombreux acheteurs B2B, avec des marketeurs, avec des commerciaux, mais aussi avec beaucoup d'acheteurs, avec des dirigeants d'entreprise. Et en fait, effectivement, Mickaël a raison, tout le monde
monde a peur. Tout le monde a peur de ne pas être capable de se former correctement, d'où la forte augmentation d'ailleurs du coaching dans la durée des commerciaux par rapport à la formation ponctuelle, où on oublie un peu trop rapidement les choses. Tout le monde a peur éventuellement de la vitesse à laquelle apparaissent de nouveaux outils. Plus de 8000 outils aujourd'hui. Si vous allez sur le site internet martech5000.com, vous trouverez l'annuaire mis à jour. C'est absolument impressionnant. Mais ces nouveaux outils vont nous aider à transformer la vente. Tout le monde a peur d'être remplacé par une intelligence artificielle ou un chatbot qui ferait la vente à votre place. Alors, je dis stop, il faut arrêter de regarder un peu trop de films de science-fiction, il faut essayer de se poser les questions sérieusement et il faut comprendre de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle et comment fonctionnent les outils qui peuvent à la fois améliorer le service que vous rendez à vos clients et augmenter vos performances commerciales. Alors, voilà. Donc, le principe, c'est vraiment que les outils vont devenir invisibles et ils ne vont pas, alors je suis pas d'accord avec Michael sur un point, le vendeur devra être meilleur, ce qu'on va dire est complémentaire quand même, le vendeur devra-t-il être meilleur qu'un ordinateur ou devra-t-il être assisté par un ordinateur? Et justement, c'est là-dessus, on va terminer. Alors, rapidement, je vous fais le déroulé, hein. Là, on est dans le constat, ensuite on va parler des pratiques et à la fin, on va parler des plans d'action. Et là, je sais d'avance que le plan d'action, vous n'avez pas forcément tous la même vision des plans d'action et il y aura un débat là-dessus. Antoine, par rapport à ça, à ce constat, toi qui es spécialiste sur LinkedIn, le constat de ces 6 derniers mois, peut-être du confinement sur LinkedIn? C'est qu'on assiste à une explosion d'utilisation de LinkedIn, hein. LinkedIn en France, ça le vend en poupe depuis plusieurs années. On a franchi récemment le cap des 20 millions d'utilisateurs. Effectivement, il y a vraiment eu une explosion. Les gens se sont mis à LinkedIn, puisque LinkedIn, la bonne nouvelle, c'est que ça permet de combattre ce sentiment d'isolement et de solitude que l'on peut avoir. Et les commerciaux savent qu'il y a cette espèce d'immense salon professionnel ouvert H24, 7 jours sur 7, qui s'appelle LinkedIn, dans lesquels ils peuvent enfin renouer le contact, renouer le lien avec ses clients, avec ses prospects et faire ce lien de relationnel qui reste quand même fondamental dans la vente. Ok, alors justement, là on a fait un constat assez transversal. Michael, je sais que je le sais parce que quand même on prépare les choses en amont. Tu vas nous expliquer les avantages quand même de ces visioconférences. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y a plein d'avantages. Dis-nous un petit peu ce qu'il en est. Je crois que tu as même une presse. Ah non, mais je vais vous mettre effectivement ma presse. Ce que je veux dire d'ores et déjà, c'est que pour moi, le digital et particulièrement ces outils de visioconférence, c'est la révolution que j'attendais. C'est tellement extraordinaire que je pense que les directeurs commerciaux devraient interdire à leurs commerciaux d'aller voir des clients en face à face, en physique, tellement c'est fabuleux. En fait, il faut se dire la chose suivante, c'est que autrefois, le vendeur, il avait quoi? Il avait le face à face et il avait le téléphone. Grosso modo, c'était les deux outils qu'il utilisait pour vendre. Un petit peu comme l'homme de Cro-Magnon, pour manger, il avait ses doigts et il avait son silex. Et puis, on vient d'inventer la fourchette, les amis. La visiophonie, c'est la fourchette, c'est-à-dire que ça révolutionne complètement notre manière de vendre. Et je voudrais partager avec vous les 12 raisons qui font qu'il faut absolument interdire aux vendeurs d'aller voir des clients. C'est tellement génial qu'il faut arrêter absolument d'aller voir des clients. Et moi, je refuse de plus en plus d'aller voir mes clients, je leur impose la visio. Alors, raison numéro 1, vous jouez à domicile, vous êtes dans votre environnement, vous êtes entouré de vos amis, de votre famille, de vos collègues, vous jouez à domicile. Et comme on dit, c'est quand même plus agréable d'être chez soi que d'être en territoire inconnu, qui est le client. Quand un joueur, une équipe de foot, elle joue à domicile, elle est plus forte que quand elle joue à l'extérieur. Fini la fatigue des bouchons, fini la route, moins de fatigue, moins de risque d'accident. Il faut savoir une chose, c'est que les accidents de la route représentent la première cause de mortalité au travail. Donc, on s'évite des accidents et on s'évite de la fatigue. Les frais de commercialisation, vous faites plus d'entretiens. Comme vous faites plus d'entretiens parce que vous n'avez pas tout ce temps pour aller voir les clients, pendant lesquels vous êtes dans la voiture et dans les bouchons, ça veut dire plus de ventes. On fait plus de ventes. Moi, dans le métier qui est le mien, il m'est arrivé, là, pendant le confinement, de donner 3 webinaires dans la journée, ce qui est absolument impossible quand je suis en physique et que je dois passer de Perpignan à Strasbourg. Je ne peux donner maximum qu'une conférence par jour. Les vendeurs font plus de ventes. Ensuite, les coûts de commercialisation.
eh bien, il diminue parce que c'est moins de frais de route, moins de frais d'essence, moins de péage, moins de PV, moins d'obsolescence de la voiture et moins de temps passé à gérer tous ces frais. C'est génial. Vous rendez service à la planète, les amis. C'est génial. Moins d'empreinte carbone. Regardez, 1 litre d'essence, ça pèse 750 grammes. Suivez-moi 30 secondes. 750 grammes de c'est le poids d'un litre d'essence. L'essence, c'est composé de 87% de carbone, ce qui correspond donc à 652 grammes de carbone par litre. Ce carbone, pour faire du CO2, il lui faut 1740 grammes d'oxygène. Ça veut dire 652 plus 1740 égale 2,4 kg de gaz carbonique. Une voiture, ça consomme 5 litres au 100. Ça veut dire 2,4 kg fois 5 litres. Ça veut dire que pour faire 100 km, vous balancez 12 kilos de CO2 dans l'atmosphère. Vos ressources sont à vos côtés. Fini de dire à votre client, je vais demander à mon collaborateur Nicolas, je vais lui demander ce qu'il pense et je reviendrai vers vous. Donc, il y a plus. Vous avez votre collègue que vous pouvez activer qui est là à vos côtés. Vous restez en face à face avec le client. On est toujours face à face. Je vous regarde. J'ai un client qui est une entreprise de vente directe qui vend des alarmes. Lorsqu'ils ont équipé leur vendeur d'iPad, ils se sont rendus compte qu'il y avait une triangulation entre le client. On a un écho. Il y a un petit écho là, ouais. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une triangulation dans la relation avec le client. Avant, ils étaient dans le face-à-face. Et là, tout à coup, ils étaient l'un à côté de l'autre en train de regarder un iPad. Ils se sont rendus compte que les ventes ont baissé de 15% parce qu'ils n'étaient plus en face-à-face. Du coup, ils ont annulé l'iPad pour rester toujours face-à-face avec le client. 8e avantage, fini la transmission de Covid et de gastro. Vous ne serrez plus la main de vos clients. Et fini les mains moites, et on sait très bien que quand on va voir un acheteur a toujours les mains moites. Je déteste les acheteurs, ils ont des mains moites, donc vous évitez le Covid et la gastro. Vous avez vos antisèches face à vous, le client ne le voit pas, vous avez vos antisèches. J'ai mes antisèches, mes amis, là vous les voyez pas, mais je suis en train de regarder mon écran et j'ai plein de choses à vous dire, je veux être sûr de ne pas les oublier, donc elles sont sous mes yeux. Vous pouvez enregistrer la conversation. Combien de fois on a fait des entretiens avec des clients, on n'a pas le temps de noter, ça va trop vite, et on retourne au bureau, on se dit « qu'est-ce qu'il m'a dit ?» Vous enregistrez. Ensuite, on s'écoute mieux. Paradoxalement, figurez-vous qu'on s'écoute mieux lorsque l'on est en visio. La meilleure preuve, c'est que les entretiens de visio sont plus courts et sont beaucoup plus fatigants. Si vous avez fait une formation en visio, vous vous êtes rendu compte qu'au bout d'1 heure, vous êtes fatigué. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup plus attentif derrière un écran. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur par la fin. Vous pouvez faire du business en charentaise et même tout nu. Bon, je vous assure, je suis habillé, mais voilà, ça a que des avantages. Et il y a un 13e avantage que je vous donnerai tout à l'heure. Donc, tous à la visio, arrêtons d'aller voir des clients. Alors, justement, là-dessus, il y a une question qui est hyper intéressante dans les chats. Là. Je vais la soumettre à Jean-Philippe. Jean-Philippe, Mickaël a parlé beaucoup d'avantages, mais est-ce que ce n'est pas simplement lié au service ? Est-ce que je peux vendre des produits par le digital avec l'écran, des produits physiques ? Et attends, je réactive ton micro parce que je t'ai coupé ton micro. Ah, pardon. Attends. Je sais pas, je l'active. Voilà, c'est bon. Je contrôle la chose, tout va bien, vive la visio. Est-ce qu'on peut vendre des produits physiques? Alors évidemment, c'est une question intéressante. Il y a des gens qui vendent des portes, des fenêtres avec 50 000 options possibles. On a vu arriver, puisqu'on travaille à travers un écran, on peut partager son écran. On peut donc partager les outils qu'on utilise pour faire les devis. On peut partager un configurateur. Ikea, vous allez chez Ikea, vous faites un plan 3D de votre cuisine. On peut partager un logiciel de configuration qui permettra aux clients d'analyser les choses. Mais c'est vrai qu'il y a une limite. Il y a un moment où il faut aller physiquement, peut-être, dans certains cas, quand on doit faire visiter une usine, on peut le faire en 3D, mais pas que. Donc, il y a des limites. Je ne pense pas que la 2G, la 3G, la 4G ou la 5G, je ne pense pas que la 5G va tuer la 4G. Je ne pense pas que les livres digitaux ont tué, ou les livres audio ont tué les livres papier. Donc, on aura la possibilité, selon l'organisation commerciale et les besoins, selon le produit qu'on vend, d'alterner les différents points. Alors justement,
justement, Jean-Philippe, pour compléter ça, si on parle si on rentre dans le plan d'action Oui. digital Alors, en prospection, euh, Alors attends, juste avant quand même, je voyais quand même quelques avantages supplémentaires à la oui, visio pour vas-y, enrichir vas-y. le débat. D'abord, Michael, est-ce qu'on est en face à face? On est en face à face quand on est chacun du côté d'une table. Mais peut-être que là, pour la première fois, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Same Side Selling, à vendre du même côté de la table en se mettant côte à côte. Quand on partage un écran, en quelque sorte, on est en train de montrer son écran, comme si on avait dit en réunion présentielle à son acheteur, venez vous asseoir à côté de moi. Nous allons regarder ensemble exactement le même écran et donc pouvoir partager différents éléments. Donc, c'est plus vraiment du face à face, c'est le partage du même écran. On ne projette pas de manière lointaine sur un mur quelque chose. Et puis, il y a d'autres avantages brièvement. Je pense que l'expertise des commerciaux va augmenter parce qu'en visio, on peut faire appel à des experts. On peut, comme dans Qui veut gagner 1 million, inviter des experts. Et donc, les commerciaux qui peut-être parfois avaient un vernis sur les problèmes de leurs clients, sur leur industrie, ne savaient pas répondre à toutes les questions. Et bien là, l'acheteur va dire invitez un expert. Et plus j'invite un expert, plus j'améliore mon expertise. Les clients ambassadeurs, la visio permet d'appeler des clients ambassadeurs. Si vous êtes en visio avec un client qui vous dit écoutez, on a vraiment super bien travaillé, c'est formidable ce que vous avez fait, notamment sur tel et tel point. Vous pouvez lui dire puis-je me permettre d'enregistrer ce que vous venez de me dire, puis-je me permettre de le repasser à d'autres personnes. Vous pouvez lui dire tiens, Paul, si vous pouviez m'aider, est-ce que vous pourriez venir en visio pendant 5 minutes? Demain, j'ai un call important avec un prospect qui est dans la même problématique que vous. Pourriez-vous venir? Donc, les clients ambassadeurs également, la vente par recommandation live vidéo va Et devenir alors, important. d'accord. Donc par rapport à ça, dans ces actions, dans ces pratiques à mettre en place, j'ai envie de t'entendre, Antoine, au niveau des pratiques digitales. La première chose qu'on doit faire sur LinkedIn pour démarrer une bonne pratique digitale de vente. Ton micro est coupé, excuse-moi, Antoine. Pardon. Voilà, c'est bon. Ouais, il faut imaginer que, en fait, pour moi, le social selling, l'aboutissement, la finalité du social selling, c'est de fabriquer du réel, c'est-à-dire des vrais contacts avec des vrais gens dans des vraies entreprises. Et je pense qu'on est bien en train de montrer que ce vrai contact avec des vrais gens, on peut y arriver à travers un écran. On peut faire passer son relationnel. Et en fait, il faut voir LinkedIn comme un canal de développement, un canal permanent qui travaille en fond de tâche pour finalement créer ce relationnel et faire en sorte que quand on sera à travers l'écran, on aura déjà créé une proximité, une intimité, une complicité avec le client ou le prospect qui va faire qu'on va encore mieux connecter. Donc, LinkedIn, c'est vraiment l'allié finalement qui va permettre de faciliter ce contact à travers l'écran. Et pour répondre à ta question, Mathieu, ce qui me vient à l'esprit, le premier truc à faire, c'est de faire en sorte que le prospect ou la personne qui va vous voir à travers l'écran ait déjà une idée claire et valorisante et impactante de qui vous êtes. Parce qu'à tous les coups, le prospect qui sait qu'il a une visio avec vous demain à 14 h, eh ben, aujourd'hui, il va aller voir votre profil LinkedIn. Donc en fait, la carte de visite, et on va rebondir, Jean-Michel, je voudrais t'entendre sur les prémices. La carte de visite, c'est LinkedIn en fait. On a Ah une bah, carte de visite qu'on développe sur LinkedIn, c'est ça? Ah bah, si tu m'appelles Jean-Michel, je serais ravi de te répondre Jean-Michel, oui Jean-Philippe. Jean-Paul. Pardon. Voilà. Non, effectivement, c'est vrai qu'il y a un moyen formidable d'accélérer les actions de prospection. Aujourd'hui, c'est le fait que la vidéo. En fait, quand on parle de vendre à travers un écran, souvent on parle de vendre en live à travers un écran. Mais aujourd'hui, que le social selling, votre carte de visite, donc on parle de vendre en live. Et en fait, on pourrait très bien vouloir vendre de manière asynchrone, ne pas attendre qu'un décideur soit devant vous, devant son écran, face à vous à la même heure, au même moment. L'orgasme simultané, c'est compliqué, hein, qu'on soit au même moment à vouloir parler de la même chose. Par contre, c'est beaucoup plus simple avec le super pouvoir qui consiste à avoir une bibliothèque de vidéos asynchrone et de pouvoir envoyer par exemple, sa carte de visite à quelqu'un, mais aussi un élément de sa proposition commerciale, un élément de création de valeur, la réponse à des problématiques précises, et de filmer ça. Je crois qu'on a Benjamin Tardif qui s'occupe de la régie ici pour ce webinaire, qui fait ça merveilleusement bien.
Donc, pour un commercial terrain, la carte de visite imprimée, c'est la manière d'aborder les gens dans le monde réel, mais on ne peut pas faire passer une carte à travers un écran. Pour un social seller, vous voyez, LinkedIn, s'il n'y avait pas eu la techno, ça serait resté un journal d'annonces. Mais aujourd'hui, LinkedIn, c'est une carte de visite. À chaque fois que vous publiez quelque chose, on voit passer votre nom, votre photo et votre raison d'être. Donc, pour un social seller, la carte de visite, c'est le profil LinkedIn. Depuis 8 ans, l'une des phrases que je prononce le plus, c'est la suivante, c'est ravi d'échanger avec vous. Ah, j'imagine que vous êtes sur LinkedIn. Puis-je me permettre de vous inviter? Ça nous permettra de garder contact. Et donc, à chaque fois que je publie quelque chose, d'ailleurs, pendant ce webinaire, toutes les 10 minutes, je publie sur LinkedIn, eh bien, il voit passer et vous restez dans sa mémoire. Alors, évidemment… Alors, Antoine, rapidement, puis après, on va passer sur Mickaël, sur les étapes de vente qui se cachent derrière ça, en fait, puisque là, on est aux prémices. Le début, c'est LinkedIn. Ce que j'ai envie de, pour rebondir sur ce que dit Jean-Philippe, ce que j'aime à dire, c'est qu'avant tout ça, avant Internet, avant les réseaux sociaux, les commerciaux souffraient, on souffrait tous de quelque chose qui était terrible, c'était l'attrition du carnet d'adresses. L'attrition, c'est le fait de diminuer. On se perdait de vue, c'est-à-dire que quand on était en lien dans les années 90 avec des clients ou des fournisseurs, si ces gens-là changeaient d'entreprise ou de métier ou de géographie, on finissait par se perdre de vue. Et ça, à l'échelle d'une carrière, ça fait énormément de dégâts. Et un des gros avantages de LinkedIn, c'est qu'on se perd beaucoup moins de vue. On peut garder des liens vivants avec un nombre considérable de personnes de manière très simple, très facile et vraiment sur le long terme. Et ça, pour un commercial, cette idée de capitaliser, de faire vivre son carnet d'adresses sans se perdre de vue pendant des années, voire des décennies, c'est quelque chose de majeur. Alors justement, la transition est toute bonne. Mickaël, toi qui as écrit un livre en plus là-dessus, sur les étapes de vente, comment la digitalisation s'intègre là-dedans? Je t'ai coupé le micro peut-être. C'est bon, voilà. Bon, alors, les étapes de la vente restent les étapes de la vente. Alors, certaines vont être un peu modifiées. Bien entendu, on ne se donne plus la carte de visite, la phase de prise de contact est différente. La phase d'argumentation, de démo, on peut parfois la sous-traiter à une démo sur YouTube qui a déjà été faite par nous-mêmes ou par des acteurs qui aura été léchés avec des caméras, etc. Elle risque de changer. Elle a déjà changé. Il y a des vendeurs qui envoient simplement le lien YouTube vers la démo. Ouais. Les phases qui vont être vraiment très importantes, d'abord, c'est la phase de découverte. Et la phase de découverte, elle est tellement importante parce que celle-là, elle ne peut pas être sous-traitée, elle ne peut pas être confiée à un avatar ou à de l'intelligence artificielle. Elle va devoir être très précise, très pertinente. Il ne faut absolument pas l'improviser. J'ai des commerciaux en B2B qui s'interdisent de passer en argumentation lors de leur rendez-vous Zoom parce qu'ils veulent se protéger d'eux-mêmes et de leur désir d'argumenter. Et donc, ils ne confient à la vidéo, à l'entretien visio, que la partie phase de découverte. Et pour l'argumentation, ils leur disent je vous envoie une démonstration sur un lien privé YouTube. Donc, vous voyez, c'est en train de changer. Bien entendu, les 5 étapes restent les 5 étapes. La partie réponse aux objections, celle-là aussi, elle est extrêmement importante. Et puis, le closing va évoluer. Bien entendu, les techniques de closing qu'on enseignait dans les années 80-90, c'est terminé. Vous avez même des livres, j'en ai des centaines de livres, une bibliothèque consacrée qu'aux livres de techniques de vente. J'ai écrit un livre qui s'appelle Conclure la vente. On enseignait dans les années 80 de sortir le bon de commande, de faire tomber le stylo sur les genoux du client, pour lui le faire signer en lui tendant le bon de commande, et il ramassait le stylo et se retrouvait face à un bon de commande qu'il avait envie de signer. C'est terminé tout ça, c'est un autre siècle. Mais mes amis, je n'ai pas envie de vous parler des 5 étapes de la vente parce que ça c'est banal. Le vrai sujet, c'est celui de l'impact. C'est vraiment celui de l'impact. Comment avoir un impact derrière un écran? C'est ça ce qui inquiète beaucoup les commerciaux. Et je vais vous donner des clés là-dessus. Déjà, je voudrais vous raconter une toute petite histoire pour vous faire réfléchir. Il y a 1 an, j'étais au théâtre, j'étais parti voir une pièce avec Arditi, qui est mon acteur préféré, et j'étais dans la salle, et je dis à ma femme, j'aime bien cette salle, c'était le Théâtre Fontaine, j'aime bien voir des pièces, et j'avais adoré la pièce qu'on avait été voir l'an dernier avec Arditi, qui s'appelait La Vérité. Elle me dit, mais on ne l'a pas vu au théâtre, on l'a vu à l'écran. Je lui dis, mais non, on était au théâtre, on était dans cette salle. Elle me dit, mais pas du tout, on l'a vu derrière un écran, on était à la maison. Je lui dis, mais non, je suis sûr qu'on était ici. Et on retourne à la maison et elle me sort le CD qu'on avait acheté, le CD La Vérité,
de pièce avec Arditi. Et je me suis rendu compte que finalement, l'impact, parce que les acteurs étaient si bons, la pièce était si puissante, je l'avais vue derrière un écran, mais j'avais eu la même sensation que si j'étais dans la salle. Alors, je voudrais vous donner quelques clés importantes sur comment conserver un impact fort lorsque vous êtes derrière un écran. Et je vais, pour ça, partager mon propre écran. Il faut que ça vibre. Il faut que ça vibre. Vibre, ça veut dire variété, intensité, beauté, rythme et émotion. De quoi s'agit-il? Alors, d'abord, la variété. Vous avez vu le journal télévisé. Pourquoi est-ce qu'on regarde le journal télévisé? Parce qu'il y a de la variété. Le journaliste, le présentateur, eh bien, il est toujours varié dans ce qu'il apporte. Il y a l'actualité, les conflits internationaux, il y a des événements. Après, il met un reportage sur le sport, sur de la musique. Il y a des invités, il y a des hommes politiques. Et il y a de la variété. Varier les plaisirs. L'intensité maintenant. Eh ben, il faut mettre de la passion, il faut mettre de l'enthousiasme, il faut faire du théâtre. Vous êtes derrière un écran, il va falloir compenser la baisse de rayonnement par un petit peu plus de théâtralité, même si ça vous déplaît, mais ça va devenir de plus en plus important de savoir jouer les acteurs et de savoir interpréter un personnage. Vous savez, c'était Napoléon qui disait « La passion et l'enthousiasme sont les deux plus grands guerriers de tous les temps. Ils viennent à bout de tous les obstacles et terrassent tous les adversaires. » Vous devez prendre feu derrière l'écran. Si vous prenez feu, vous allez mettre de la chaleur. Si vous prenez feu, vous allez mettre de la lumière. Le feu, c'est de la chaleur, de la lumière. Les gens viendront du monde entier pour que vous puissiez les éclairer. De la beauté. De la beauté. Mais vous d'abord, vous devez vous habiller comme si vous alliez en rendez-vous réel. Sous la table, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut projeter une image qui est belle. Vous savez que Apple tient son succès du fait que leurs produits sont beaux, ils sont design, on a envie de beauté. Comme vous, j'ai fait une vingtaine de webinaires pendant le confinement auxquels j'ai assisté. Il y a des choses qui sont impossibles. Combien de fois j'ai vu derrière le sèche-linge ou alors le lit qui était dérangé, qui laissait penser que l'orateur avait dû faire quelques cabrioles juste avant. Combien de fois j'ai vu… alors le truc le pire que j'ai vu, c'est un webinaire. À un moment, il y avait une porte derrière l'orateur. À un moment, cette porte s'est ouverte et c'est la mère ou la grand-mère de l'orateur qui sortait des toilettes. On entendait la chasse d'eau. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il faut varier les fonds d'écran. Moi, j'en ai plein. J'ai celui-là, vous voyez, en webinaire live. Il faut mettre un peu de beauté. Du rythme, maintenant. Le rythme, vous savez, c'est Orson Welles qui dirigeait ses acteurs en leur tournant le dos. Parce qu'il disait, je ne veux pas les voir. Le rythme, je le sens à travers la voix, à travers les mots, à travers les variations prosodiques. Si c'est bien joué, rien qu'avec le son, avec la voix, je sens que mes acteurs jouent bien. Donc, il faut mettre du rythme dans la voix. De temps en temps, parler d'une manière un petit peu confidentielle, en chuchotant, ce que je ne suis pas en train de faire là. Mettre des silences pour pouvoir respirer, et il faut enfin mettre de l'émotion. De l'émotion. L'émotion, la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise. La surprise, c'est… Si je vous vois derrière un écran, il faut que vous me surpreniez. Si c'est juste pour me dire ce qu'un PDF, un site internet est capable de me dire, je n'ai pas besoin de vous. Donc, quelle est votre capacité à me surprendre, à m'étonner quand vous m'offrez un rendez-vous en visio? Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut mettre de l'émotion. Vous savez, regardez la communication écrite. Pourquoi est-ce qu'on met des emojis partout dans les SMS et sur WhatsApp? Parce que les emojis remplacent l'absence d'émotion. Eh bien là, on est en face à face avec quelqu'un. Il faut mettre de l'émotion. Et pour moi, l'émotion la plus importante quand on est commercial, c'est la capacité à surprendre et à étonner notre interlocuteur. Il faut que lorsqu'il éteigne son écran, il se dise « il s'est passé quelque chose ». Heureusement que je l'ai vu en face à face, il m'aurait envoyé un PDF ou il m'aurait envoyé un slideshow, ça n'aurait pas été la même chose. Je suis content de l'avoir vu pendant ce quart d'heure. Voilà ce que je voulais vous dire. D'accord, donc en fait, faut être un humain augmenté, en fait, un commercial augmenté, c'est-à-dire qu'il faut ce que j'entends, ce que tu dis, Michael, c'est qu'il faut rajouter de la présence, il faut faire vibrer encore plus son interlocuteur. J'ai oublié une chose, Mathieu. Je disais la théâtralité et puis apprendre à raconter des histoires. Le storytelling, ça va devenir clé. Pourquoi ?
Parce que, vous savez, dès qu'on est derrière un écran, on est derrière un écran pour regarder des histoires. Depuis tout le temps, on regarde la télé pour voir des films, pour voir des séries, pour voir du théâtre, pour voir un conteur, des histoires drôles, des Gad Elmaleh, etc. C'est-à-dire que dès qu'on se met derrière un écran, le cerveau il se met en mode « je veux qu'on me raconte une histoire ». Ça veut dire que le vendeur va devoir devenir un conteur. La transition est très bonne parce que Antoine, là-dessus, sur raconter des histoires, est-ce que LinkedIn ne peut pas rebondir là-dessus et être un catalyseur de ce pendant physique de la personne dans l'entretien? Si, il faut que, moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'il faut que tout ça soit habité. Il faut que ce soit habité avec un véritable humain. Donc, tout ce qui concourt à mettre en valeur votre humanité va concourir à obtenir ce dont vient de parler Michael, cette idée de… Parce que raconter des histoires, oui, mais il faut qu'elles soient authentiques, il faut qu'elles soient habitées, il faut qu'on sente que c'est vraiment vous. Ce qui fait de vous un être unique, c'est des qualités, mais c'est peut-être aussi des particularités qui peuvent être des aspérités. Des aspérités. Une aspérité, c'est quoi? C'est quelque chose qui accroche, qui quelquefois peut être un peu piquant, mais enfin, vous avez vos aspérités qui font de vous quelqu'un d'unique et aussi qui font de vous quelqu'un d'attachant. Parce que pour être en lien sur le long terme avec un client, par exemple, si on est dans la vente B2B et qu'on a des clients récurrents qui achètent régulièrement, on est vraiment dans ce qu'on appelle la vente relationnelle. Et il faut que, si on est vraiment à travers un écran et que le rendez-vous physique n'est pas possible, tout ce qui peut faire passer votre humanité, ces aspérités, ça va concourir finalement à réaliser ce lien et à avoir un ancrage qui sera solide. Ça passe aussi par ces aspérités, ça passe aussi par des éléments de langage. À l'oral, vous avez une certaine manière de vous exprimer, des bonnes et des moins bonnes, par exemple des tics de langage. Mais sur LinkedIn, au niveau de l'écrit, on peut également utiliser dans des posts ou des commentaires des éléments de langage qui font passer les émotions, qui font passer quelque chose de spontané, d'unique et finalement de profondément humain. Donc, c'est des choses qui se réfléchissent aussi. Ça marche. Alors, ça, ce que tu dis, c'est intéressant parce que si je résume tout ce qu'on vient de se dire, là, on a vraiment un cheminement et un aller-retour entre LinkedIn qui va nous faire être une super carte de visite, mais pas que, parce qu'il va pouvoir apporter du contenu. Ce contenu va pouvoir être révélé en présentiel avec toute la niaque et toute la théâtralité que Michael nous a décrite tout à l'heure. Et après, on va continuer cet échange-là. Et alors, je voudrais t'entendre, Jean-Philippe, là-dessus, toi qui maîtrises plein d'outils. Écoute, en fait, juste quand même, avant pour réagir sur ce point-là, si on raconte, là autour de moi j'ai 2 livres très importants, je vous parlais de S'éduquer sur l'intelligence artificielle, voici le livre de Yann Lequin qui est prix Turing de mathématiques, c'est l'équivalent du prix Nobel, c'est un livre très simple pour appréhender et comprendre les super pouvoirs que vous pouvez développer. Et on va voir comment on peut, par exemple, l'intelligence artificielle peut remplacer Michael Aguilar. À gauche, vous avez le livre de Garry Kasparov, et je vais vous parler de ces livres-là, mais d'abord, juste un mot sur les histoires. Si l'on raconte des histoires, eh bien, avec le storytelling à travers un écran, si on doit raconter des histoires, eh bien, on peut avoir plusieurs personnages dans cette histoire. Si c'est une pièce de théâtre, il peut y avoir plusieurs personnages. Donc, pensez en visiovente à inviter des experts dans votre entreprise à coordonner qui peut venir et peuvent-ils être disponibles pour différents calls. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un pool d'experts qui puisse être disponible? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un pool de clients ambassadeurs? Si c'est une histoire et si c'est un théâtre, eh bien, vous pouvez avoir plusieurs personnages. Et puis, si c'est un théâtre et qu'on raconte des histoires, eh bien, on a peut-être besoin d'un souffleur. Vous savez, dans les théâtres, quand on ne connaît pas complètement son texte, eh bien, on a un souffleur. Alors, ici, j'ai un 3e livre. Ce livre, c'est Vaincre les objections des clients de Michael Aguilar, où il y a 63 objections les plus fréquentes. Alors, imaginons qu'avec l'intelligence artificielle, tout simplement, un chatbot, non pas pour les clients, mais un chatbot souffleur pour les commerciaux. Imaginez que je prenne le livre de Michael, que j'analyse les 63 objections les plus fréquentes, que je les personnalise, que je les adapte à mon activité et que je réalise un chatbot qui va aider le commercial quand il ne sait plus quoi répondre. Michael expliquait qu'il avait une anti-sèche. Le chatbot pour les commerciaux, c'est peut-être l'anti-sèche. Justement, là-dessus, sur ce chatbot, parce que certains, peut-être dans la conversation, chatbot, on parle de quoi? Donc, c'est un robot qui va permettre… On va même enlever le mot robot. C'est un
un pop-up, c'est un petit logiciel, ça peut être une feuille Excel, mais en tout cas, c'est un petit logiciel où, quand vous ne savez pas, le commercial est là face à un écran et le client lui dit mais vous êtes trop cher sur l'option numéro 3, car vous êtes en concurrence avec IBM et avec le produit 47 de chez IBM. Et là, vous tapez dans discrètement sur votre clavier produit 47 IBM, objection sur le prix et avec un client dans l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce que je lui réponds? Et là, le chatbot vous affiche le texte de ce que le commercial va pouvoir prononcer. Oui, Donc, ça permet. de formation, c'est un assistant, c'est un commercial augmenté. Ça Oui, permet. ça. Oui. Et alors, c'est là que le lien, en une minute, le lien est très intéressant avec ce que dit Garry Kasparov. Parce que les joueurs d'échecs, les commerciaux sont un peu comme les joueurs d'échecs. Les commerciaux doivent se baser sur leur instinct, sur leur expérience, sur leur envie de vaincre, sur leur motivation, leur patience, leur réflexion, mais aussi leur calcul, leur concentration, leur stratégie, comme les joueurs d'échecs. Les commerciaux doivent se fier à tout cela. Et les joueurs d'échecs doivent trouver le mouvement parfait des pieds sur l'échiquier. Les commerciaux doivent trouver la meilleure stratégie. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre Deep Thinking de Garry Kasparov, champion du monde d'échecs. Garry Kasparov a été le premier homme au monde à être remplacé par un ordinateur, puisqu'en 1997, l'ordinateur Deep Blue d'IBM a battu à plate couture Garry Kasparov. Et alors, depuis 24 ans, Garry Kasparov réfléchit à ses défaites, il a analysé tous les coups qui ont été joués face à l'ordinateur, il a fait de nombreuses autres parties face à des intelligences artificielles, et il a une conclusion qui est quand même très intéressante pour les commerciaux. Il nous dit, face à n'importe quel concurrent, le meilleur stratège au monde n'est pas l'homme ni la machine, car l'alliance homme plus machine sera toujours plus forte que l'homme tout seul ou que la machine tout seul. Garry Kasparov nous invite à faire corps avec l'intelligence artificielle, donc à se former aux nouveaux outils et à les déployer joyeusement. Alors voilà, est-ce qu'un chatbot souffle peut aider? Est-ce qu'il faut choisir la pilule rouge ou la pilule bleue, vouloir rester dans le monde actuel ou bien enfin consacrer du temps et du budget pour que les commerciaux puissent tester différents outils et qu'on teste, on apprend, on voit, on évalue et on décide ce qu'on fait. Mais cette transformation digitale qui est initiée par le Covid, la conversation vidéo, le commercial vidéo, il faut aussi que ça continue. Sinon, vous ne serez pas le meilleur commercial du monde ou le champion du monde de la vente. Michael, donc, ouais, Michael, là-dessus, j'ai des questions qui me sont remontées. Des questions très pragmatiques. À ton avis, on me demande la durée d'une visio. Combien de temps est-ce que ça doit être. Alors, question, la durée d'une visio, et est-ce que ça doit calquer sur la durée d'une relation qu'on a en physique? Tu as ton micro de coupé, Michael. Alors, bon, vous le savez peut-être, aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été faites qui sont absolument avérées. On considère que la durée est de 18 minutes, la durée optimale pour rester concentré derrière un écran. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les conférences TED sont chronométrées à 18 minutes. Pour tout vous dire, si c'est rythmé, s'il se passe des choses, si vous surprenez, si vous étonnez, si vous faites marrer, si vraiment il y a de la vie et ça vibre, vous pouvez rester 2 heures, 3 heures. J'ai fait pendant le confinement pour un réseau de chefs d'entreprise une conférence qui a duré 5 heures et ils m'ont tous dit au bout de 5 heures, on n'était pas fatigués, on voulait que ça continue. Je vous assure. Mais il faut que pour pouvoir tenir 5 heures, il faut que ce soit ultra préparé. Il faut faire bien entendu des pauses parce que rester 5 heures en continu, c'est pas possible. Mais il faut qu'il se passe énormément de choses et qu'il y ait de la vibration. Il faut que ça vibre. Donc il n'y a pas de durée. Si vous êtes plat, 3 minutes, ça peut être déjà trop et ça peut être une souffrance, un pain somme. S'il n'y a pas d'aspérité, pour reprendre le mot d'Antoine, eh bien, au bout de 3 minutes, j'en peux plus et j'ai envie que ça s'éteigne. Et dans ces pratiques et dans ce plan d'action, Jean-Philippe… Alors, j'ai peut-être envie de reformuler un tout petit peu la question pour enrichir, pour mieux comprendre. Est-ce que vous pensez alors je vous demande à tous dans le chat si vous voulez, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux un rendez-vous d'1 heure avec un grand compte ou bien 4 rendez-vous de 15 minutes, une fois tous les 4 jours ou toutes les semaines? Voilà. Donc, le temps, le coût commercial serait d'1 heure. C'est plus rythmé. Ça permet à chacun d'avancer en deux rendez-vous, de faire avancer la réflexion. Ça prend moins de temps pour l'acheteur. Vous ne l'envahissez pas avec des discours. Vous êtes obligé d'être concis. La visiovente va obliger à être concis.
Ben, en Donc, fait, voilà. ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que l'intérêt de la visio et l'intérêt du digital, c'est que ça amène de l'agilité. Je peux me dire, bah tiens, vu que j'ai plus les temps de transport, je peux découper mon process, je peux le regrouper. Je suis beaucoup plus agile en fait de ce que tu dis là. Absolument. Et le problème, c'est justement cela, un des freins à la transformation de la vente à la visio-vente B2B. Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, la culture commerciale. Moi, j'ai vendu beaucoup en Hollande notamment. Je manageais 18 commerciaux sur 8 pays d'Europe pour un grand groupe américain qui s'appelle Dow Jones. J'étais directeur commercial et je me suis occupé des outils. En Hollande, la culture commerciale impose des rendez-vous très concis, très brefs, très documentés. Et par contre, à 17h, on peut parler de choses personnelles avec un acheteur devant une bière, mais de 8h30 à 17h, on déroule des rendez-vous qui s'enchaînent en cascade avec un ordre du jour très précis. Et le frein culturel français, peut-être des rendez-vous à rallonge, doit être débloqué. Ça n'est pas parce qu'un commercial passe 1 heure devant un client que ça fonctionne. Ça, Donc c'est on peut très intéressant. bien, voilà, on peut très bien vendre de manière plus concise, et puis on peut aussi dissocier le boulot et le plaisir de se voir. On peut vendre devant un écran n'ayant Et jamais rencontré son client. ça marche. Michael, une question aussi. Est-ce qu'on doit absolument avoir un support de présence où notre seule aura suffit? Bon, pour moi, le support, il est nécessaire que si vous dites quelque chose que si vous devez montrer quelque chose que vous ne pouvez pas dire, s'il a vraiment une utilité. Si c'est pour dire quelque chose, une phrase, une citation, ça sert à rien du tout. Donc, moi, je suis pas fan du tout du PowerPoint. J'ai des conférences où j'ai aucun slide et j'en ai d'autres où j'en ai nécessairement parce qu'il y a une vidéo et ça, je ne peux pas résumer par la voix une vidéo, une publicité hilarante ou que sais-je encore. Donc, pas nécessaire d'avoir les slides. Souvent, les slideshows, c'est vraiment la béquille du commercial qui a peur d'oublier quelque chose. Ça marche. Rapidement, Jean-Philippe, je sais que Oui, tu as des outils que tu peux nous livrer. On va être très oui, oui. pratique et très pragmatique. On se donne 2 minutes là. Ah bah Dis-nous. oui. Alors des outils, il y en a énormément, mais en fait, il faut vraiment personnaliser les outils par rapport à l'entreprise et au cas qui est considéré. Il y a des victoires rapides, évidemment. Il y a des outils qui permettent de gagner du temps. Par exemple, vous avez des outils pardon, j'arrive tout de suite. Vous avez des outils qui laissent plus de temps à l'humain d'être humain. Je veux dire, si on prend un exemple comme par exemple donc des outils permettent par exemple de mieux cibler les prochains prospects à contacter, de ne jamais oublier qui relancer, de savoir quel est le document idéal à présenter dans chaque situation de négociation, de libérer du temps. Les outils laissent plus de temps à l'humain pour être humain. Le GPS, par exemple. Alors, ce qui est formidable, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, dès qu'une intelligence artificielle est incomprise de tout le monde, ça s'appelle une intelligence artificielle. On pense à Hollywood et on pense qu'elle va nous bouffer. Et dès que cette intelligence artificielle devient familière, eh bien, l'humain s'habitue très vite. Et donc, par exemple, c'est le cas du GPS. Le GPS est un outil formidable qui fait gagner du temps aux commerciaux pour organiser leur journée. Google Routes, qui est un système ROUTES, Google Routes, qui est une option payante de Google Maps, permet d'organiser la tournée des commerciaux. Donc, le GPS, par exemple, c'est une IA qui est passée dans le domaine courant. Le moteur de recherche Google fait gagner du temps aux acheteurs pour nous trouver. Il y a des outils qui nous rapprochent. L'algorithme de LinkedIn permet d'être en relation avec les bonnes personnes. Il y a des outils qui nous informent au moment opportun. GetQuanti, par exemple, il y a des outils de tracking des visites sur votre site internet. GetQuanti va vous informer des visiteurs anonymes qui ne se sont pas identifiés sur votre site. D'accord. Tilki pour l'ouverture d'email, etc. Prospecting pour la détection de visites. Mais le problème, c'est que on peut ensuite utiliser ces outils positivement ou négativement. Un outil de type, c'est ce que j'appelle les mitraillettes, mais un outil qui enverrait trop d'informations, trop d'emails, trop de messages. Je veux dire, vous avez en ce moment un outil qui existe, dont je tairai le nom exprès, qui permet d'envoyer directement des messages vocaux sur la boîte vocale de tous les gens dont vous avez le numéro portable 06. Et donc, la personne a son téléphone qui sonne une seconde si on veut, et puis elle voit, dit, ah, j'ai un message, elle écoute et elle entend bonjour, c'est Michael, ou c'est Pierre-Paul Jacques, pardon Michael, je voulais vous proposer qu'on échange sur tel sujet, pouvez-vous me rappeler, j'ai essayé de vous joindre. Et en se basant sur le fait que, voilà, que sur la quantité, ça va faire. Mais ça, c'est Attila Le 1.
Attila Lehin, j'ai connu des commerciaux, je rencontre, je les déteste. Des commerciaux, Attila Lehin, ce sont les gens qui disent je vais utiliser des outils mitraillettes pour arroser tout le monde. Et puis quand j'aurai fini, et tous les mois, ça va me ramener 2 clients. Mais une fois que j'aurai fini d'arroser tout le monde, eh bien, j'irai travailler dans une autre société. Donc, c'est assez difficile. D'accord. Voilà. Donc, en fait, une pluralité d'outils que tu pourras même d'ailleurs mettre dans le chat. Alors, mettre dans le chat en fonction. Absolument. D'ailleurs, avec le CMIT, le club des directeurs marketing de l'IT, on sort bientôt, le CMIT publie bientôt, à l'initiative de Jean-Denis Garot, un livre blanc sur l'automatisation et les outils SalesTech, MarTech, comment faire son choix face à une déferlante d'outils. Ok, super. Je te laisserai de toute façon mettre ces références-là dans le chat. Ça, c'est hyper intéressant. C'est dans quelques semaines, donc je l'annoncerai sur LinkedIn. On arrive quasiment au bout du webinaire. Je voudrais vous entendre. Alors, j'ai entendu le plan d'action, j'ai entendu le constat. Enfin, si on remonte le constat, la méthode à appliquer. J'ai beaucoup de questions sur le chat où les personnes disent bah oui, mais et le client dans tout ça. Je veux dire, comment et je vais entendre Antoine là-dessus. Comment les clients, comment on éduque son client pour venir sur LinkedIn pour utiliser, parce que est-ce que ça fonctionne tout ça vraiment? Il faut se mettre dans la tête du client et se demander, il s'est inscrit sur LinkedIn, pourquoi? Il ne s'est pas inscrit sur LinkedIn pour se faire prospecter, pour se faire démarcher. Il s'est inscrit sur LinkedIn pour faire de la veille, pour faire du réseautage. Et en fait, il est fondamental d'épouser cette vision de voir les choses. Donc, il faut se positionner comme un apport. Je sais que c'est un peu éculé de dire ça, mais un apport de valeur ajoutée. C'est-à-dire, il faut se dire, le client, il est sur LinkedIn pour chercher certains types d'informations. Comment nous, on peut être cet apporteur d'informations qui vont aider notre client, notre prospect à mieux faire son job. Par exemple, on peut l'aider à faire une veille plus ciblée sur ses principaux clients, sur ses concurrents, sur son univers. Et de manière subliminale, il va nous enregistrer sur son radar mental comme une ressource qui lui parle de ce dont il a besoin pour fonctionner au quotidien et qui l'aide à progresser. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment fondamentalement entrer dans cette perspective. Michael, là-dessus, je vais presque parler en guise de conclusion. Je te laisse la parole. Si le micro est ouvert. Il y avait 13 points, donc on veut voir le 13e. Voilà, c'est ça. Absolument. Le 13e. Le 13e point, il va venir. En fait, le 13e point, je vais vous le dire tout de suite. Vous savez, c'est quoi la fonction sociologique de la lingerie féminine? C'est de ne pas tout vous montrer, pour vous donner envie de bosser et pour vous donner envie d'aller voir plus loin. C'est-à-dire que la lingerie féminine est infiniment plus érotique que la nudité. Eh bien, l'avantage également d'être derrière un écran, c'est qu'on ne voit pas tout, on ne voit pas la réalité et on peut avoir, grâce à ça, envie de voir ensuite la personne en vrai, si elle nous a vraiment donné envie. Et c'est ce qui est génial. Combien de fois on s'est retrouvé avec quelqu'un au téléphone, des échanges téléphoniques de gens qu'on ne voyait pas, et on avait envie de rencontrer la correspondance physique de la voix. Et bien là, ça va être pareil. À force de voir quelqu'un qui nous donne envie, on peut avoir également envie de le voir en vrai et donc de travailler avec. Donc, ça a un peu la fonction de la lingerie, cette histoire de Zoom. Mais en guise de conclusion, Mathieu… Tu vas faire réagir. Là, ça réagit sur le chat. Je t'explique même pas. Là, j'ai Aurélie qui fait oula. Ça réagit, mais… Ça, c'est du storytelling à travers l'écran. Ça, c'est Michael. Et vous allez reconnaître sur LinkedIn, ça, c'est Michael. On l'a dans son jus, là. C'est ça l'idée. Et je voudrais terminer avec ça. Vous savez, j'avais fait un article un jour sur LinkedIn en disant il faut être à la pistache, il ne faut pas être à la vanille. La vanille, c'est un parfum qui est marrant, les glaces à la vanille, ça marche avec tout. Ça marche avec des gaufres, ça marche avec des crêpes, ça marche avec de la crème brûlée, mais personne se régale de vanille. La pistache, les gens aiment moins la pistache, mais ceux qui aiment la pistache adorent la pistache. Et ce qui se passe, c'est que l'écran est lisse. Un écran, c'est lisse. Et donc, ça vous lisse. Et si vous n'avez pas d'aspérité, si vous n'avez pas de relief, vous êtes à la vanille. Et j'ai pas envie nécessairement de vous revoir physiquement, de bosser avec quelqu'un qui est à la vanille. Je sais qu'il y a des gens sur LinkedIn, ceux qui me suivent, il y a des gens, je me fais pourrir de temps en temps par des trolls. J'ai bloqué 350 personnes. Et il se passe quelque chose, il y a de l'aspérité. Je veux vous montrer juste une image.
Et après, juste après ça, on va conclure. Je vais juste vous montrer une image. La voici. voici. Hop. Voilà. Cette image, c'est un gros plan. C'est une image au microscope électronique d'un velcro, d'un scratch. D'accord? La particularité… Oula, il y a de l'écho. Il y a de l'écho. La particularité du velcro, c'est que ça accroche. Et pourquoi ça accroche? Parce qu'il y a des aspérités. On ne s'était pas consulté avec Antoine tout à l'heure. Ce mot-là, il est essentiel. On ne peut pas gravir une montagne lisse. Il faut des reliefs, il faut des aspérités. Pour moi, l'ennemi mortel des commerciaux, c'est le personal branding, que Bruno Friedlansky appelle justement le personal branding, parce que ça nous lisse, on devient corporate et donc on n'a plus d'aspérité et le client ne peut plus s'accrocher à quoi que ce soit. Les gens ne retiennent que ce qui sort de l'ordinaire. Si vous êtes lisse parce que vous avez tellement lissé votre image, eh bien les gens ne vous retiendront plus. Vous avez tous fait des dizaines et des dizaines de webinaires. Combien ont gravé votre mémoire? Vous vous en souvenez de combien? Alors moi je sais qu'on m'aime pas ou on m'adore, c'est pas grave, je m'en fiche complètement. Je veux juste une chose, c'est que vous passiez un moment particulier avec moi et que dans 3 jours, 3 mois, vous vous disiez tiens j'ai vu une vingtaine de webinaires, mais je me souviens de ce gars-là. Et je terminerai avec cette phrase. Qui oublie de se préparer doit se préparer à être oublié. Tout ça, c'est une question de préparation. Moi, j'ai bossé 2 jours pour faire ces 20 minutes avec vous, 2 jours de travail, parce que je sais qu'il y a un enjeu. Il y a 2000, 3000 personnes qui nous suivent. 2000, 3000 personnes, ça peut vouloir dire 200 personnes qui vont acheter mes bouquins, qui vont venir me voir en conférence. L'enjeu, il est trop important. Quand on est filmé, quand on est enregistré, on joue sa carrière parfois sur 10 minutes de visio. Quand on a un entretien à très fort enjeu avec un client, il ne faut pas se louper, pas d'improvisation. Merci, Mickaël. Alors, moi, tu nous as donné tellement la pêche que ce que je vais faire là, c'est que je vais autoriser les participants à réactiver leur micro. Donc, vous allez tous réactiver le micro et vous allez applaudir. Parce que le virtuel, il y a un moment, il faut qu'on ramène du réel, des webinaires où on ne sait même pas si les gens s'endorment sur l'écran. Donc, je vais laisser tout le monde applaudir. Et allumer la caméra. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous. Et il nous reste. Merci à tous. Je vois les caméras de tout le monde. On va faire on a le café qui va démarrer. Vous allez pouvoir prendre la parole, poser des questions, faire ce que vous voulez. Enfin, les limites du raisonnable, parce que Mickaël nous a mis la barre assez haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager par contre les derniers slides. On ramène du réel, des webinaires, on ne sait même pas si les gens… Là, il y a un écho, attendez. Tout le monde applaudir. Coupez vos micros, par contre, maintenant, parce que là, j'ai un effet Larsen. Coupez vos micros, je suis désolé. C'est du live. Coupez vos micros, parce que sinon, on a un effet Larsen. On a encore l'effet Larsen. Je vous demanderai de couper vos micros. On va faire un cas. Enfin, en tout cas, on vous aime beaucoup, c'est bien, c'est vivant. Mathieu. C'est un bordel sans nom, ce webinaire. Exactement, je voulais ça, je voulais qu'il y ait de la vie qui remonte et c'est le cas. Vous avez tous coupé vos micros, c'est super. Je termine par des cadeaux parce que les intervenants ont décidé de faire des cadeaux. Je les passe rapidement. Mickaël nous fait moins 50% sur des webinaires avec un code promo en crise. Tout ça, on va vous les envoyer dans le chat. Jean-Philippe, moins 50% aussi sur un autre webinaire. Antoine nous propose une visioconférence gratuite pour vos entreprises avec un lien derrière. Tout ça, ça va tomber dans le chat. Tout ça, vous pouvez connecter. N'hésitez pas. Voilà, ça c'est les dernières choses. Et puis, la dernière chose, puisqu'on va terminer, il est 58, on va être pile poil à l'heure. Je vous donne les deux webinaires. Le prochain, c'est demain, d'un partenaire qui est Alpha 8, qui va nous faire réfléchir sur repensant nos modèles de vente. Donc là, on est sur quelque chose sur des chefs d'entreprise qui vont échanger autour de ça. Et puis le 7 juillet, le réseau refait son 6e webinaire sur comment réussir son webinar. Donc j'espère que ce que vous avez vécu aujourd'hui, on pourra prendre des exemples. Mais de toute façon, il y a toujours des calages à avoir, vous voyez, techniques, etc. On vous expliquera tout ça le 7 juillet. Et inscrivez-vous, le lien va être aussi partagé. Merci, tout simplement en fait. Merci à tous. Vous avez à nos intervenants, à tous les… Bravo Mathieu aussi pour l'organisation. Oui, bravo. Merci. Absolument, bravo. Il est midi, bravo, 00.
Et là, on passe au café du commerce. Donc là, moi, je vais prendre mon petit mug. Voilà, je l'ai prévu. J'ai mon petit mug et le micro est ouvert. Alors, moi, je vais vous dire, hein, on fait comme on veut. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais. Alors, on est 134 parce que on avait limité. Donc, vous pouvez prendre la parole et puis poser des questions à qui vous voulez. Là, c'est café du commerce et on passe sur la deuxième phase. Merci encore. Osez, osez. Sinon, c'est moi qui vais poser des questions. Bonjour Alors à moi, toutes j'ai, et tous. oui, vas-y. Donc, Arthus de Longuemare, merci pour l'organisation de ce super webinaire. Merci à tous. Donc, une question, je ne sais pas exactement qui pourrait y répondre, peut-être Mickaël, peut-être d'autres. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre, effectivement, tu disais, Mickaël, théâtraliser finalement son intervention, donner de l'énergie comme tu le fais évidemment très bien, et en même temps être pleinement soi-même, donc montrer ses aspérités, être plutôt châtaigne. Mais je constate que moi, je suis plutôt bon pour être moi-même, mais je constate que quand on est trop soi-même, peut-être que ça peut faire peur, ça peut faire fuir aussi. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir trouver cet équilibre où je vais à la fois être très transparent, très moi-même, et en même temps apporter cet aspect théâtral, un peu fun, qui va apporter l'énergie qu'on aime bien. Où est-ce que j'arrive à trouver cet équilibre? Je trouve ça pas évident. Comment faire pour travailler là-dessus? Merci. Ok, c'est Artus, c'est ton prénom, Artus? Oui. Artus, c'est mon prénom, exactement. Okay. Artus, ouais. Parce que je vois Artus. Il y a la société Artus, mais non, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est Artus. Oui, je mets dans le chat le lien vers le profil LinkedIn d'Artus, sur lequel je suis tout de suite. Ah ben, okay. J'étais en train de le faire. Parfait. Merci. Artus, ma réponse va t'étonner. C'était il y a quelques années. Un vendeur, quand je faisais de la formation avant 2005, un vendeur m'avait dit un jour oui, mais moi, j'aime pas les techniques de vente parce que je suis pas moi-même. Et je lui ai répondu, mais c'est quoi toi-même? Il m'a dit, c'est tel que je suis, etc. Je lui ai dit, mais on n'est jamais naturel. Ça n'existe pas être naturel. Quand on est soi-même, être nature, on grogne, on rote, on pète, on est absolument épouvantable quand on est naturel. On est tous le produit de notre apprentissage et de notre éducation. On est le produit de notre éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu es toi-même. Là, tu peux croire que je suis moi-même en étant volubile, expansif, etc. Si tu me connaissais dans la réalité, tu verrais que je ne suis pas du tout le personnage que je suis en train de jouer derrière un écran. On est toujours artificiel. Ce que je sais, en revanche, c'est que derrière un écran, j'ai le devoir de mettre du relief. Parce que l'écran est lisse, et si je veux que les gens se souviennent quand ils ont fait 50 Zoom en 5 jours, il faut absolument que j'ai mis de la théâtralité, et ça s'apprend. C'est juste ce que ne peut pas apprendre un robot à faire, et qui fait qu'on fait la différence par rapport à Alexa et Google, OK Google. Donc, tu dois te mettre à la théâtralité, en faire davantage. En fait, quand ton client éteint son ordinateur, il faut qu'il se dise, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que j'ai vécu un moment? Je vais juste te raconter une toute petite anecdote et après je passe la parole. En ce moment, mon cabinet recrute des consultants et le cabinet qui me propose des consultants, très souvent, je vois les CV, je me dis, waouh, le CV a l'air bien. Et au bout d'une minute, je sais que ça va pas faire l'affaire. Et des personnes pour lesquelles les CV me paraissaient pas bons du tout, je vois la personne et au bout d'une minute, je sais que la personne me donne envie parce qu'il se passe quelque chose. Merci, je comprends. Ajouter naturel, mais ce que j'interprète, c'est ajouter du théâtral pour donner envie, finalement, créer quelque chose. Même si je crois qu'avec le naturel, on peut peut-être aussi amener de l'émotion, de la connexion. Mais oui, bien sûr, mais tu dois devenir un Artus augmenté. D'autres questions? Bonjour, oui. Si je peux me permettre, je vous appelle des Philippines. Je m'appelle Thierry, donc je me suis connecté parce que je suis beaucoup ce que publie Mickaël sur LinkedIn. Je suis un grand fan de LinkedIn moi aussi depuis plus de presque 20 ans maintenant. J'ai une question plutôt pour Jean-Philippe, que je ne connaissais pas, que je découvre aujourd'hui. En fait, c'est la notion de 4 fois 15 minutes qui me plaît bien, sauf que les 3/4 de mes clients, qui sont en général de l'autre côté de la planète, c'est-à-dire avec 13 ou 14 heures de décalage horaire avec moi, les 4 fois 15 minutes, si je leur propose ça, ils vont m'envoyer bouler.
Et je suis pas commercial, je suis plutôt consultant côté technique et dans le secteur pétrolier. Donc, vous voyez, c'est une approche un peu différente, mais ça se fait de la même manière quand même. Alors en fait, le truc, c'est surtout de respecter ses clients et de ne pas prendre 1 heure quand tu peux, en 15 minutes, avec un agenda précis, leur proposer un rendez-vous beaucoup plus concis. Mais j'ai discuté il y a encore 3 jours, parce que pour préparer ce webinaire, effectivement, j'ai aussi travaillé plusieurs jours. J'ai discuté avec quelqu'un qui vend des logiciels très techniques et qui passe 3 heures, qui dit à ses clients, à ses prospects, qui dit, si vous voulez, il est dans le domaine des logiciels pour la qualité de vie au travail, et il est là en disant, eh bien, on va passer 3 heures ensemble. Vous pouvez vous déconnecter à tout moment, vous pouvez me dire stop à tout moment, mais si ça vous va, eh bien, pendant 3 heures, on va paramétrer des choses, etc. La seule chose, c'est que il faut que chaque minute soit utile. On ne peut plus accepter d'avoir quelqu'un qui va juste digresser et raconter ou présenter des slides qui n'ont aucune valeur ajoutée. On demande aujourd'hui, que ce soit en social selling sur LinkedIn pour établir des connexions ou bien même en rendez-vous, à ce que les propos soient plus concis, plus clairs. Donc, ce que vous faites en 1 heure, si vous pouvez le faire en 15 minutes, vos clients, vous, ça va vous surprendre parce que c'est pas dans la culture, mais vos clients vont vous remercier au départ, à la fin, de dire, écoutez, c'est génial, vous avez réussi en 15 minutes à couvrir tout, vous êtes arrivé avec un agenda très précis, vous m'avez dit qu'il y avait les points 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai rajouté un 6e, on a évoqué le point 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la fin du rendez-vous, vous avez résumé les 6 points en disant, le point numéro 1, c'était ça, vous m'avez dit ça, je vous ai dit ça. D'ailleurs, le client avait oublié, parce qu'en 18 minutes, on oublie des choses, il avait oublié le point numéro 3, il vous redemande ce que c'était, ça rafraîchit sa mémoire et puis ça s'arrête. Et on lui dit, OK, écoutez, parfait, si on a été efficace, tant mieux. Et à votre avis, un acheteur va préférer travailler avec qui? Avec quelqu'un qui est efficace ou avec quelqu'un qui est lent? Donc, évidemment, voilà. Évidemment, l'efficacité, mais je dois avoir le syndrome Aguilar, c'est-à-dire que je prévois 15 minutes et en fait, les clients me gardent 3 heures. Donc... ça, c'est formidable. C'est formidable. Ouais, L'objectif, c'est ça. Mais en fait, il faut avoir prévu, en fait, faut arriver à savoir, c'est comme une pièce de théâtre où il y aurait, si vous avez fait du théâtre, où il y aurait un silence qui durerait absolument, où on se demanderait exactement où on en est. Ce qu'il faut, c'est faire avancer le client. Le client, l'acheteur, quel qu'il soit, va vous dire merci de m'avoir aidé à avancer grâce à des documents partagés, grâce à des cas clients, en faisant venir des personnes. Mais moi, je reste avec vous tant que je gagne de la connaissance, je joue. Tant que vous m'aidez à avancer sur mon projet, je continue à vous écouter et à avancer. Ils veulent les commerciaux les plus efficaces, qui comprennent leur métier, qui coordonnent, qui sont la tour de contrôle de toutes les interactions avec un client, en faisant venir des experts, en faisant venir tout le monde pour être efficace. Voilà. Et je me tais parce qu'il faut que je sois concis. Ok, merci. D'autres questions? Là, je veux bien si c'est possible. Donc Didier, je vais commencer par me présenter. J'en ai pour un petit quart d'heure maximum, si c'est OK avec tout le monde. Et c'est une question pour Michael. Michael, tu es toujours là, Michael? Salut Didier. Salut, tu vas bien? Ouais. Donc, bon, on va pas faire un brin de causette, mais juste, Michael, le storytelling, c'est un élément central donc, dans tes présentations. Je suis bien entendu fan également. Je le pratique aussi parce que je suis formateur et conférencier, mais plus petit que Michael. Quand je serai grand, je serai Michael. Et donc, concernant le storytelling, j'aimerais savoir si tu as soit une référence ou une lecture, quelque chose pour ce qui concerne le rythme, l'alternance, jusqu'où on peut aller, quel est le parti pris qui est là-dedans, combien tu en mets sur une présentation, on va dire de 50 minutes ou 1 heure. Peut-être, et puis si tu as 1 ou 2 tips pour construire du storytelling, une belle histoire qui soit impactante, au-delà de l'enthousiasme, d'exemples concrets, précis, comme tu fais à chaque fois, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça? Je sais pas si Didier, tu as vu, tu as assisté à ma conférence qui s'appelle Les secrets des vendeurs d'élite. C'est que du storytelling. Ça dure 1h30 et il n'y a que du storytelling. Donc, tu peux en mettre énormément. Alors, dans un entretien de vente, bien sûr, ça va être 1 ou 2 bonnes histoires à bon escient. Et il faut bien savoir les raconter. Donc, il n'y a pas véritablement de règles. Alors, moi, je vais te dire, pour ce qui me concerne, mes inspirations, elles sont hélas toutes américaines. Donc, j'appartiens à une association qui s'appelle la National Speaker Association. Chaque année, je me rends à mon congrès aux États-Unis et j'assiste pendant 1 semaine à des conférences qui sont données par mes pairs. Et mais pas besoin d'aller aux États-Unis. Tu peux acheter des tas de conférences. Il y a par exemple un site qui s'appelle
Seminars on Demand. Seminars on Demand, où tu peux acheter toutes les conférences de mes collègues américains. Et tu verras qu'il y a toujours des histoires. Je n'ai jamais vu un conférencier américain ne pas raconter d'histoire. Alors, tu as ceux qui sont les champions du monde de ça. C'était le regretté Zig Ziglar. Je m'inspire également énormément, et là aussi, ce sont les champions du monde de l'histoire, des téléévangélistes. J'ai été fasciné. Alors, je suis totalement athée, un laïc, laïcard, limite laïcard, mais j'adore aller écouter les téléévangélistes. Quand je vais aux États-Unis, je vais dans le Bronx écouter les évangélistes parce qu'ils racontent toujours plein d'histoires et il suffit, tu sais, d'une façon de raconter, d'un type et ça peut changer complètement la perception de ton récit, de ton pitch, de ton argumentaire de vente. Merci, Mickaël. On va terminer le Café du Commerce. J'ai une dernière personne à remercier et je l'ai zappé au début. C'est Benjamin Tardif de Vidéoflex qui nous a fait un super montage. Les 600 personnes là, qui sont actuellement sur YouTube ont son travail. Benjamin, est-ce que tu peux apparaître? Parce que tout à l'heure, comme il y avait de l'écho, je ne savais pas trop si ça marchait ou pas. Est-ce qu'il va apparaître? Il est en train. Bonjour à tous. Salut Mathieu. Merci. Il est sur la chaîne YouTube apparemment. Oui, je suis là. Donc, si tu regardes le bon écran, tu me vois. Mais comme c'est la première fois qu'on le faisait avec Benjamin. On t'entend pas, Benjamin. Pour nous, c'était la première fois. Il s'en était très bien sorti parce qu'il a l'habitude de faire ça. Là, tu m'entends. Il arrive. Voilà, Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin. Ça a été tellement vite et que tu nous expliques tellement bon boulot que je t'ai zappé au début et j'en suis désolé. Merci pour tes conseils, Benjamin, également, parce qu'on a échangé également et ça fait partie des nombreuses personnes avec qui j'ai eu l'occasion de parler de vente à travers l'écran. Merci, Benjamin. Benjamin, si tu pouvais présenter rapidement ta boîte en 2 secondes, ton pitch. Alors, Vidéoflex, le flex de Vidéoflex, c'est qu'en gros, tout ce que vous pouvez faire en vidéo, pour les entreprises exclusivement, eh bien, Vidéoflex sait le faire avec la réactivité, l'agilité qui va bien et surtout le côté un peu inventif pour vraiment faire en sorte de vendre grâce aux écrans. C'était typiquement le titre du webinaire, donc c'était logique que Vidéoflex soit la réalisation de ce webinaire, qu'il y a plein de choses à inventer, il y a des univers qui se croisent jamais, voire rarement. Le commerce, le marketing, l'audiovisuel, la technique. En fait, quand on travaille ensemble, enfin, on arrive à des solutions innovantes, on peut se faire plaisir de plus en plus. Parce que je trouve que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est quand on aime son métier, quand on aime les solutions et les produits qu'on vend, on est habité. Et donc, sans en faire trop forcément, mais en étant habité, on peut convaincre plus facilement. Et quand on sait bien se mettre en scène selon les cas et selon les enjeux, eh ben ça fonctionne. Et donc, Vidéoflex, on accompagne les clients dans la stratégie, dans la réflexion de tout ça, et aussi dans l'opérationnel, dans la prod, comme en ce moment. Donc, merci du clin d'œil, Mathieu. Et c'est Benjamin qui m'a donné cette idée d'envoyer des cartes de visite vidéo personnalisées. Tu peux nous expliquer ça en 40 secondes? Ah, alors, comment ça marche les cartes personnalisées? C'est que aujourd'hui, la vidéo, vous pouvez la faire avec un smartphone. Alors, on peut se former, etc. Et je propose ça aussi. Bon, mais quoi de plus fort que de recevoir un jour dans sa boîte mail en tant que prospect quelqu'un qui a pris du temps pour nous, qui nous a fait une vidéo, qui nous a dit « J'ai envie, j'ai vu votre site, j'ai vu vos produits, et regardez, si vous pourriez faire ça, je vous donne les solutions, je vous explique tout comment faire. » Et surtout, je ne dis pas « Achetez-moi. » Non, je ne dis pas ça. Je vous dis tout ce qui est possible de faire, je vous inspire. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on est généreux, la générosité revient. Et je pense que le social selling, c'est avant tout la base, c'est la base de générosité en tout cas. Benjamin, oui. Moi je voulais juste exprimer un truc, Benjamin, c'est que de cette année, tu resteras ma meilleure expérience client-fournisseur. Benjamin, pour les vœux, il m'a envoyé sa carte de vœux personnalisée. Bon, c'est un truc qui m'amène vers la vidéo et tout. Et puis, il m'a envoyé un livre aussi. Il m'envoie un livre, quoi. Je veux dire, moi, ça fait 20 ans que je bosse. J'ai jamais reçu un livre de ma vie. J'ai même plus le titre en tête. J'ai commencé à le lire. C'était quoi, Benjamin? Mais en tout cas, tu as mémorisé, Benjamin. C'était les langages de l'amour. Les langages de l'amour. Merci. Ouais. C'est très intéressant parce que là, Benjamin, parce qu'il dit, c'est vrai, cette passerelle entre le réel et le virtuel.
il fait vraiment très, très bien le pont, Benjamin, dans ses pratiques commerciales. Je suis tout à fait d'accord. Merci à tous. On va se quitter, hein, je suis désolé. On avait prévu de rester jusqu'à 19h, mais moi j'ai faim, donc c'est moi qui coupe, c'est moi qui ai le droit. Donc on va être obligé d'arrêter. Encore merci à Michael, à Jean-Pierre, non, Jean-Philippe. Au revoir, Paul. Désolé d'avoir écorché ton nom tout à l'heure. Antoine, je t'aime aussi. On va juste après. Benjamin, merci beaucoup pour ça. Et puis on se dit à la prochaine fois, webinaire 6. Dès le 7 juillet, on a envoyé les liens, tout ça derrière. Et puis, Michael et Jean-Philippe, vos webinaires perso, allez sur leur site. On a tout mis dans le… Voilà, et on se retrouve sur LinkedIn également, partout. LinkedIn, bien sûr. Suivez-nous sur LinkedIn. Il y a toujours plein d'infos qui sont données par Michael. Il ne parle pas que de mini-jupe. Jean-Philippe ne parle pas que de techno derrière. Et Antoine, il parle de plein de choses, il parle. Je fais des articles aussi. Lisez mes articles.